Bonjour, voici donc un récapitulatif de notre première partie de cours pour ce chapitre sur la Cinquième République de 1958 aux années 1980. Alors, pour entrer dans ce thème, on avait un petit peu parlé des portraits des différents présidents de la Cinquième République et ça nous permettait de voir que chaque président choisit un message visuel savamment construit autour donc de cette mise en scène de la figure présidentielle. Et d'une certaine façon, le portrait est le reflet du programme, de l'orientation politique du président, mais aussi de sa personnalité. Et c'est très intéressant parce que justement, la Cinquième République, en renforçant les pouvoirs présidentiels, va faire une place importante à la personnalité de ce président. Selon la personnalité du président de la République, il ne va pas forcément occuper cette position de la même façon. On peut dire que chaque mandat est coloré par la personnalité singulière du président. Bien, donc la République de 1958 aux années 80 et notre problématique de chapitre est la suivante. Comment les pratiques politiques et les institutions se transforment-elles sous la Ve République? Donc on peut dire que le passage à la Ve République a énormément modifié la vie politique française et donc on va voir plus en détail comment. Donc naissance de la Ve République, grand A, le retour du général de Gaulle. Donc le général de Gaulle part à la retraite en 1946 suite à la promulgation de la Ve République avec laquelle il n'était pas d'accord. Donc pour lui, la Quatrième République ressemblait beaucoup trop à la Troisième et risquait de répéter un petit peu les mêmes failles. Alors, on va corriger ici les deux questions de la page 175 dans votre manuel. Donc, la première question, c'était une question sur la situation en Algérie en 58, puisque c'est un petit peu, on va dire, ce qui va provoquer une crise qui permettra au général de Gaulle donc d'effectuer son retour. Donc, en Algérie, en 1958, la guerre pour l'indépendance bat son plein depuis déjà 4 ans, et les Français d'Algérie ont une seule peur, c'est que la France accorde son indépendance à l'Algérie et, quelque part, donc, les abandonne. Par ailleurs, en 1958, il y a un coup d'État tenté à Alger qui fait frémir évidemment toute la classe politique française et la France également. Le pays est donc en crise, le gouvernement est renversé, un nouveau gouvernement est formé, donc on peut dire que la situation est tendue, c'est une situation qui entraîne une remise en question des institutions de la Quatrième République. Donc, on peut dire que l'Algérie est secouée par la guerre, et ce depuis déjà 4 ans, mais à l'époque on parle des affaires d'Algérie, on ne parle pas vraiment de guerre. De plus, il y a eu un coup d'État manqué qui a failli renverser la Ve République et donc les Français d'Algérie ont extrêmement peur de l'indépendance. Et vous voyez sur la photo du document 1, page 174 de votre manuel, on voit que parmi les slogans des différentes banderoles, on en a un qui dit De Gaulle au pouvoir. Donc à cette époque, les Français d'Algérie pensent que si De Gaulle revient au pouvoir, l'Algérie ne deviendra jamais indépendante et ce parce que De Gaulle, d'une certaine façon, est effectivement au départ pas du tout favorable à l'indépendance de l'Algérie. Bien. Alors la question suivante, c'était, selon René Coty et Charles de Gaulle, quelle est la situation de la France en 1958? Donc là, vous avez deux documents, un discours du président de la République de l'époque, René Coty, en document 2, et un discours de Charles de Gaulle, en document 3, devant l'Assemblée nationale. Donc en fait, ces deux discours sont des discours qui ont été prononcés à cette période, donc fin mai pour le président de la République René Coty et en juin, 1er juin pour Charles de Gaulle, donc des discours qui ont été prononcés devant les députés.
Et ces discours ont deux points communs. C'est dans ces deux discours, René Coty d'une part et Charles de Gaulle d'autre part, pensent et disent que la France est au bord de la guerre civile. Donc, situation de crise qui peut potentiellement dégénérer. René Coty dit: il est nécessaire maintenant d'avoir recours à un gouvernement de salut général, c'est-à-dire finalement un gouvernement d'état d'urgence, un gouvernement extraordinaire qui pourrait rétablir la situation. Et il dit par ailleurs que la France a besoin d'une réforme profonde de ses institutions. Sous-entendu, le fonctionnement de la 4ème République a besoin d'être réformé, ce qui ne permet pas de prendre en main de façon effective une situation de crise. Et Charles de Gaulle va dire quelque chose d'assez similaire. Hein. Donc la France est au bord de la guerre civile et il est temps maintenant de changer sa constitution. Donc Charles de Gaulle, de toute façon, n'avait pas caché son désir d'une constitution radicalement différente de celle de la 3ème et de la 4ème République. Simplement, là, l'opportunité se présente pour lui d'insister à nouveau sur cette nécessité. Alors, il y a une phrase qui est intéressante dans le texte du général de Gaulle. Hein. C'est finalement une phrase dans laquelle on voit qu'il se pose un petit peu en sauveur. Hein. C'est dans ces conditions que je me suis proposé pour tenter de conduire une fois de plus au salut le pays, l'État, la République. Alors évidemment, cette phrase, elle peut faire peur, parce que les postures de sauveur, elles sont toujours un peu dangereuses. Hein. On pourrait oser le parallèle avec la fameuse phrase du maréchal Pétain qui disait je fais à la France le don de ma personne. Quand on a une posture comme ça d'homme qui se présente comme un sauveur qui sacrifie sa retraite pour le bien de la patrie, voilà, on peut effectivement un petit peu s'inquiéter. Donc, pour reprendre notre question, quelle est la posture de René Coty et de Charles de Gaulle sur cette situation? Tous les deux sont d'accord, la France est au bord de la guerre civile et elle a besoin d'un gouvernement extraordinaire et elle doit réformer ses institutions. Voilà. Donc, un gouvernement extraordinaire va être mis en place effectivement très rapidement, puisque là, ce discours date de juin 58, et effectivement, en juin 58, l'Assemblée nationale octroie les pleins pouvoirs au général de Gaulle. Donc, les pleins pouvoirs, c'est toujours très dangereux, puisque quand un seul homme a les pleins pouvoirs, il peut toujours potentiellement mettre en place un régime personnel de type autoritaire. Donc, on pourrait quand même se poser la question, qu'est-ce qui a amené les Français à prendre à nouveau ce risque? C'est la situation de la crise qui s'enlisait et qui semblait impossible à résoudre sans un gouvernement d'urgence. Donc le général de Gaulle, en juin 1958, prend les rênes du pouvoir hein, pour résoudre d'une part la question de l'Algérie et d'autre part proposer une nouvelle constitution. Voilà. Donc, à ce stade, on peut déjà récapituler de la façon suivante. Donc, les affaires d'Algérie, c'est comme ça qu'on les appelle à l'époque, provoquent en 1958 le retour du général de Gaulle qui avait pris une retraite de la vie politique. Donc, il annonce ses intentions qu'il n'avait jamais cachées, hein, changer la constitution. Et d'ailleurs, il n'est pas tellement favorable à l'indépendance de l'Algérie au départ. Donc, il reçoit les pleins pouvoirs en 1958 avec pour mission de rétablir l'ordre, sous-entendu en Algérie, et de préparer une nouvelle constitution. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y avait un risque, hein, comme toujours quand il y a des pleins pouvoirs. Et on peut même dire qu'il aurait pu garder les pleins pouvoirs jusqu'à ce que la question de l'Algérie soit résolue. Mais bon, la question de l'Algérie, finalement, l'indépendance, c'est 62, ça aurait fait 4 ans. En l'occurrence, c'est pas du tout ce qui va se passer. Et ce qui montre, et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Charles de Gaulle, hein, voire même qui parfois le vénèrent, hein, et qui se disent gaullistes aujourd'hui. Donc la personnalité de Charles de Gaulle est très complexe, mais en l'occurrence, les pleins pouvoirs, il va les garder seulement 3 mois, puisque en septembre 1958, il propose par référendum une nouvelle constitution, qui va être d'ailleurs adoptée et promulguée. Donc la 5e République commence
en septembre 1958. Donc on peut dire que c'est quand même globalement assez rapide et que le général de Gaulle n'a pas gardé les pleins pouvoirs plus longtemps que nécessaire. Ce qui montre finalement son attachement aux valeurs républicaines et il va être le premier président de la République élu, donc le premier président de cette 5e République finalement. Alors évidemment, il a quand même des contradicteurs et on va voir pourquoi, puisque du côté de ces contradicteurs, on va l'accuser de garder la façade démocratique pour mettre en place finalement un régime dans lequel le président de la République a des pouvoirs disproportionnés. Alors on pourrait donner comme contre-argument à ces accusations que finalement, s'il avait vraiment voulu exercer un pouvoir de type personnel ou autoritaire, il aurait gardé les pleins pouvoirs. Hein. Donc, ça peut se discuter, mais il me semble pas que qu'il ait eu des aspirations de type autoritaire. On voit plutôt son attachement à la République, aux institutions de la République. Alors, on va voir maintenant de plus près cette nouvelle constitution. Pourquoi est-ce que cette nouvelle constitution est radicalement différente des précédentes et de quoi l'accusent ces contradicteurs? Pourquoi est-ce qu'il est accusé de vouloir donner de trop de pouvoir au président? Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que ça fait basculer les institutions de la République française vers quelque chose de déséquilibré? Alors pour ça, je vais revenir un petit peu sur les institutions de la Troisième République. Très brièvement et sans rentrer trop dans les détails. La Troisième République, elle dure de 1870 à 1945. Donc, d'une certaine façon, jusque-là, c'était la plus longue, celle qui a duré le plus longtemps, on pourrait dire. Et dans cette Troisième République, on voit que les électeurs sont bien entendu que des hommes à partir de 21 ans et qui sont appelés aux urnes pour plusieurs types d'élections. D'une part, pour élire les députés de la Chambre qui s'appelle à l'époque la Chambre des députés, et puis ensuite pour élire des grands électeurs qui, eux, vont voter pour les sénateurs. Globalement, l'ensemble du pouvoir est quand même au niveau du Parlement, Chambre des députés et Sénat, qui donc contrôle le gouvernement, à savoir donc l'exécutif. Le président de la République a un rôle, mais qui n'est pas tellement important. Il est élu pour 7 ans et il peut effectivement, donc il nomme le gouvernement et il peut quand même dissoudre l'Assemblée. Voilà. Donc ça, c'est pour la Troisième République. Et ensuite, on va maintenant voir que la Quatrième République ressemble quand même beaucoup à la Troisième République. Elle en reprend de nombreux mécanismes. Donc les citoyens électeurs votent pour les députés. Cette fois-ci, ça s'appelle l'Assemblée nationale. Et également pour les conseillers généraux et municipaux. Et donc le président de la République est élu par l'Assemblée nationale, nomme le gouvernement et voilà. Donc un rôle secondaire du président de la République dans la Quatrième République également. Et puis, changement, dans la Cinquième République, on voit que le président de la République est élu par les Français, par les électeurs, donc au suffrage universel, à partir de 62. Et le président de la République peut également consulter les citoyens en organisant des référendums, c'est-à-dire un vote avec une possibilité de répondre par oui ou par non. Ce même président de la République participe également à la désignation de 3 membres du Conseil constitutionnel. Il nomme son gouvernement, Premier ministre et ministre. Il a un droit de dissolution sur l'Assemblée nationale dans certaines conditions. Le gouvernement peut aussi remettre en question l'Assemblée nationale sur la question de confiance. Et l'Assemblée nationale peut aussi exercer une motion de censure sur le gouvernement. Bref, un fonctionnement un peu plus complexe qui renforce les pouvoirs du président de la République. Le président de la République a un pouvoir exécutif, mais a aussi un droit de regard sur le législatif. Et on va voir de plus près donc ces pouvoirs renforcés du président. Alors,
Le président de la République est un pilier central de la Ve République. Il a des pouvoirs renforcés dans plusieurs domaines, nous allons les voir ensemble. Alors, tout d'abord, il a un pouvoir fort, on va voir pourquoi, et dans 4 domaines. Il peut intervenir dans le domaine de la justice. On va voir qu'il tire sa légitimité du peuple, qu'il possède le pouvoir exécutif, évidemment, mais qu'il peut quand même intervenir dans le domaine législatif. Alors, voyons plus en profondeur ces 5 aspects. Alors, au niveau de son pouvoir fort, donc, il peut dissoudre l'Assemblée nationale sous certaines conditions. Donc, il a quand même un droit de regard sur, finalement, le législatif. Il est également le chef des armées, donc il a un pouvoir militaire. Il peut obtenir les pleins pouvoirs, sous certaines conditions, évidemment, et il peut décréter l'état d'urgence, comme c'est le cas actuellement avec Emmanuel Macron. Ensuite, il peut aussi intervenir dans le domaine de la justice, donc du côté du pouvoir judiciaire. Donc il a le droit de grâce. Alors, c'est particulièrement intéressant quand il y avait encore la peine de mort, hein, donc imaginons un criminel condamné à mort, le président de la République pouvait le gracier et donc transformer sa peine en prison à perpétuité. Ensuite, le président de la République tire sa légitimité du peuple puisqu'il est élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire que les Français choisissent le président de la République directement. C'est-à-dire que tout le monde vote, c'est un suffrage, c'est un vote universel et direct, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pas les députés qui vont élire le président de la République, c'est directement les Français. Ensuite, il possède évidemment le pouvoir exécutif, donc c'est lui qui préside le Conseil des ministres, quand il y a des réunions de tous les ministres, et il nomme le Premier ministre et les ministres. Alors, normalement, pendant longtemps, disons dans la majorité des cas, il va évidemment nommer un Premier ministre et des ministres de son bord politique, souvent de son parti. Mais on verra que il va y avoir des exceptions. Ensuite, il intervient aussi dans le domaine législatif, qui n'est a priori pas son domaine, puisque le président de la République, normalement, il est du côté du pouvoir exécutif. Donc, par exemple, il peut soumettre un projet de loi au peuple avant que ce projet de loi passe au Parlement, puisque rappelez-vous, le trajet d'une loi, on l'a vu en éducation civique, c'est la navette entre l'Assemblée nationale, le Sénat, et puis, encore une fois, l'Assemblée nationale. Ensuite, une fois que cette navette a été faite et que la loi a été votée par le Parlement, c'est lui, le président, qui promulgue la loi. Donc, on va dire l'acte définitif qui rend la loi effective. Et enfin, il peut signer certains textes de loi très spécifiques, les décrets et les ordonnances. Donc, il a une certaine marge de manœuvre du côté du législatif. Bien. Donc, on voit que le président de la République, il a des pouvoirs de plusieurs ordres et non pas juste un pouvoir exécutif. Donc, comme les pouvoirs ne sont pas complètement cloisonnés, on parle d'un pouvoir semi-présidentiel. Un pouvoir semi-présidentiel, c'est quand le président a le pouvoir exécutif, mais a quand même, mais c'est pas complètement étanche, il peut quand même s'immiscer dans d'autres pouvoirs. D'accord? Voilà. Donc, pour conclure tout ça, on peut dire que la Constitution proposée en septembre 1958 par le général de Gaulle est adoptée par les Français par le biais d'un référendum, et donc c'est le début de la Ve République. En décembre 1958, de Gaulle devient, suite à une élection, alors qui ne se fait pas au suffrage direct, c'est pas les Français directs, ce sera qu'à partir de 62, mais il devient quand même le premier président de cette Ve République. Le Parlement conserve le pouvoir législatif et l'Assemblée nationale conserve la possibilité d'avoir un droit de regard, un contrôle sur le gouvernement. Mais le grand changement, vous l'avez compris, c'est du côté du pouvoir exécutif. D'une part, le gouvernement, donc Premier ministre et les ministres, c'est eux qui gèrent, qui conduisent au quotidien la politique du pays. Et évidemment, la figure du président de la République est renforcée, ses pouvoirs aussi, sa personnalité joue un rôle important dans la vie politique du pays et on parle de régime semi-présidentiel. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous et n'hésitez pas à me faire remonter des questions si vous en avez.
À bientôt!